Proposé le cas du général montpelliérain, donc René, un notable montpelliérain, donc 1768-1808, le fils aîné d'un professeur de médecine qui avait été le premier directeur de l'école de santé de Montpellier, donc en activité de 1794 jusqu'à sa mort en 1807, qui était également le petit cousin d'un des premiers censeurs de la Banque de France, un négociant et fournisseur aux armées, un autre notable montpelliérain, Guillaume Sabatier. Donc un notable, dans l'acception, donc les masses du granit impérial, mais aussi, donc vous avez son portrait à l'époque de l'expédition d'Égypte, mais aussi un militaire polyvalent qui s'est illustré aussi bien dans la petite guerre que dans la guerre conventionnelle, qui a notamment combattu en Italie, qui s'est distingué en Italie. C'est un des rares récipiendaires de sabre d'honneur en janvier 1797 de la mort même du général Bonaparte. Bonaparte qui décide de l'intégrer à son état-major en Égypte, en Syrie, et puis lors des campagnes de 1805 et 1806. Donc René continue sa carrière, donc général de brigade à un âge assez jeune. Il est surtout fait baron d'Empire en mars 1808, et Napoléon a tellement confiance en lui qu'il va le choisir comme gouverneur de la place de Cadix, c'est-à-dire la forteresse la plus puissante d'Espagne. Les Français ne pourront jamais s'en emparer, au moment de la guerre d'Espagne, début de la guerre d'Espagne. Et cette décision sera bien entendu malheureuse pour René, puisque c'est la cause directe de sa mort, de sa disparition, de la fin brutale de sa carrière, et du fait qu'il soit également tombé dans un certain oubli, malgré les efforts de son frère Henri, qui lui sera plus tard conseiller municipal de Montpellier, puis conseiller général de l'Hérault, et qui sera en particulier, qui lui permettra de figurer sur l'Arc de Triomphe avec donc une faute d'orthographe à son nom. Pourquoi cet oubli donc du général René? J'y vois au moins trois raisons. D'abord, le chaos politique et social occasionné par l'insurrection en Espagne dans l'été 1808. Ensuite, l'opprobre moral jeté par Napoléon sur les vaincus de Bailén, donc qui juge que c'est une défaite qui est à la fois inexplicable et injustifiable. En fait, elle s'explique très bien, mais on pourra le voir pourquoi. Et qui va englober René, même s'il est très vraisemblablement mort avant. Et enfin, l'absence de témoins oculaires de sa mort, puisqu'il semble que tous ceux qui l'ont accompagné aient partagé son sort. Ce qui explique que sa fin soit mystérieuse et qu'elle comporte de nombreuses incertitudes que je vais essayer de m'efforcer donc de réparer. D'abord sur les lieux. En fait, vous avez une carte de la route royale, donc il y a eu quelques problèmes de conversion, mais vous voyez le lieu ici. Donc la grande étoile bleue, c'est la Carolina, c'est le lieu le plus fréquemment associé par les Français, par les historiens et les acteurs français à la mort de René. Une minorité un peu plus au nord à Santa Elena. Et les Espagnols, eux, le situent donc à la limite même de la Manche et de l'Andalousie, dans le défilé de Despeñaperros. Ce qui me semble l'hypothèse la plus vraisemblable. On verra pourquoi. Mais aussi, incertitude également pour la date. En fait, une fourchette chronologique du 30 mai 1808, date de la première entrée des Français en Andalousie, jusqu'au dernier jour de juillet, donc une fourchette de 2 mois. L'identité de ses compagnons d'infortune, vraisemblablement un aide de camp, qui reste anonyme, peut-être, on a dit également sa femme, y compris enceinte ou avec un jeune enfant. En fait, je n'ai pas réussi à établir s'il avait été marié ou pas. Et puis, on lui a attribué tout un tas de personnages plus ou moins connus, dont le neveu de Parmentier, donc l'apothicaire Pierre-Auguste Parmentier, qui est mort dans les parages, mais on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Surtout, ce qui reste mystérieux, c'est les conditions mêmes de sa mort, du supplice qui lui a été infligé, et c'est l'objet même de cette conférence. Donc, vous avez le plan qui se fera en 2 parties. Donc la cristallisation, en gros, la première partie sur la fabrication de la légende de la mort de René, comment elle va évaluer des 2 côtés des Pyrénées durant le XIXe siècle et jusqu'à très récemment. Et la deuxième partie, une proposition de solution plus réaliste, disons plus vraisemblable. Donc, j'ai recensé donc, dans ce tableau
toutes les apparitions, toutes les occurrences de la mort de René que j'ai pu trouver dans l'historiographie et chez les mémorialistes qui, je le répète, sont des acteurs certes du conflit, mais n'ont pas témoigné, n'ont pas été présents lors de la mort. Alors, avec d'un côté, mais ça n'apparaît pas malheureusement, la couleur a disparu, donc j'avais fait en italique, vous avez les mémorialistes, vous avez en noir, en bleu, j'avais mis, mais les couleurs ont disparu, donc les auteurs français, et en rouge, les auteurs espagnols. Donc vous voyez plusieurs scènes donc brûlées vifs, ébouillantés dans un chaudron, sciés vivants, massacrés, blessés puis tués. Deux processus divergents sont en l'œuvre. En France, à partir de 1820, donc dans Victoire et conquête militaire, recueil collectif, on a la version qui est nourrie par des récits de soldats venus d'Espagne, par leurs lettres, mais aussi des justifications après ce qu'on peut appeler de ratonnade contre des prisonniers espagnols qui ont le malheur de se trouver en France et qui en particulier ont, malheureusement pour eux, s'étaient ralliés au roi Joseph, donc au frère de Napoléon. Et malgré cela, à Chalon-sur-Marne, on a un récit en avril 1813. Pourquoi donc des Français ont-ils passé à tabac ces malheureux Espagnols? Eh bien, voici leur raison. Suite au sort subi par leurs compatriotes, leurs condisciples en Espagne, qui précise aussitôt, on les fait cuire à petit feu, on les découpe en quartiers à la scie, on leur arrache les yeux, et bien d'autres atrocités similaires. Donc on a un parallèle évident en 1813, entre ce qu'on reproche aux Espagnols et les sorts qu'on va imputer finalement à la mort de René. Cette version, il faut retenir que ce n'est pas une version officielle, napoléonienne, de propagande. C'est plutôt, elle est alimentée par la légende noire, donc anti-espagnole, liée à l'Inquisition, et qui a été confortée par les préjugés des Lumières contre l'Espagne, pays obscurantiste, arriéré, etc. Au caractère africain. Cette version, la version du chaudron, donc René cuit à petit feu dans un chaudron, va devenir presque la version canonique au début du XIXe siècle, on le voit avec le tableau, et au point de figurer dans des œuvres de référence comme le dictionnaire Napoléon dirigé par Jean Tullard ou le dictionnaire des étoiles de Napoléon d'Alain Pijard, donc assez récente. Elle va également nourrir des médias plus inattendus, donc une vignette d'Astérix en Hispanie qui me semble directement inspirée par l'épisode. Et vous avez également, là il y a eu des problèmes, un roman historique de 2004 où vous l'avez reçu avec la femme enceinte, violée, etc., l'enfant coupé en morceaux, bon, etc., tout le chose. Donc, en Espagne, la chose est un peu différente. Oui, non. Alors, le récit est plus tardif. La première référence que j'ai trouvée est le conte de Toreno, dans son récit fondateur sur l'histoire de la Révolution et de la guerre en Espagne, 1832, qui, lui, effectivement, va mentionner l'épisode, mais donc la fin déplorable, mais malheureusement le résultat inévitable des exactions commises à Cordoue, donc le sac de Cordoue entre le 7 et le 10 juin 1808, et ailleurs par l'étranger. Et vous avez même la version... non. Bon, il y a un problème. Donc vous avez une autre version par le républicain Rodriguez Solis, qui lui amalgame toutes les versions, donc il a été successivement ébouillanté, coupé en morceaux, pendu, enfin bon, etc. Sans état d'âme. En face, vous avez la version française, donc sur le caractère africain, les Espagnols sont carrément des cannibales. Donc, deuxième partie. La possibilité d'un récit historique de la mort de René à partir des archives de la commission Raymond Zarco del Valle sur Balaguer en 1850. Les récits espagnols qui nous fournissent un récit de la mort de René, et non plus des anecdotes plus ou moins douteuses, sont effectivement publiés, collectés puis en 1850, soit 42 ans après les événements, par une commission spéciale présidée par le général Antonio Raymond Zarco del Valle, qui est lui-même un vétéran du conflit, qui a notamment combattu à Bailey. Et cette commission a pour objet donc d'établir une sorte de vérité historique sur les prolégomènes de la bataille de Bailey, c'est-à-dire depuis l'entrée des Français en Andalousie, donc je l'ai dit le 30 mai,
jusqu'à la capitulation des Français, c'est-à-dire on est le 19-20 juillet. Bon, il faut s'interroger parce qu'il y a quand même un fait qui est frappant, c'est que les documents qui ont été collectés en partie par la tradition orale auprès des témoins civils, notamment des différentes villes concernées, villes et villages concernés, n'a jamais été publié, malgré donc l'intérêt officiel pris à la chose, n'a jamais été publié et qu'elle se trouve dispersée un peu partout, on ne sait pas trop. Moi, les dossiers que j'ai pu consulter, qui concernent 2 références à la mort de René, proviennent de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid et ils nous proposent donc une vision partielle. Et il faut s'interroger pourquoi, donc, en 1850, la monarchie espagnole éprouve-t-elle le besoin de faire une enquête officielle sur Bailén, et pourquoi cette enquête va sombrer aussitôt, presque aussitôt, dans l'oubli. Première explication que je pose à titre d'hypothèse, c'est que la monarchie espagnole a besoin d'un récit fondateur consensuel, on dirait aujourd'hui un roman national. Après la chape de plomb du règne de Ferdinand VII, qui a été une véritable terreur, et surtout après les 2 guerres civiles, 2 guerres carlistes de 1833-1839 et 1844-1849. Donc, il s'agit de refonder une sorte d'unité nationale. Il s'agit aussi de rapprocher la monarchie de l'armée, parce que le rôle de l'armée en particulier a été renforcé par les guerres carlistes, et que beaucoup de généraux éprouvent le besoin de jouer un rôle politique par le biais de pronunciamientos, c'est-à-dire plus ou moins de putsch. Et je pense que la monarchie va essayer d'avoir une version qui va réhabiliter le rôle de l'armée espagnole à Bailén, alors que le comte de Toreno, toujours en 1832, avait construit l'épisode de Bailén comme un Valmy espagnol, comme l'effort des volontaires andalous contre Napoléon. Ce qui est faux parce qu'on sait que l'armée espagnole qui triomphe à Bailén est composée de militaires professionnels à 85%. Et dernière motivation, qui est cette fois-ci internationale et non plus interne, et qui me paraît évidente et patente, c'est la réaction au dire de Thiers dans le 9e volume de l'histoire du consulat et de l'Empire, paru justement l'année précédente, en 1849, et où Thiers dit pique-pendre des Andalous qu'il quête de cannibales. Donc il s'agit de répondre. Comment on va répondre? Eh bien, je vous l'ai dit, ces motivations, elles montrent que l'enquête n'est pas totalement objective, malgré les 42 ans écoulés. Elles sont d'autant moins objectives que l'auteur, le principal auteur témoin oculaire entre guillemets, un notable, Pedro Pucibet Saravia, est assez singulier. C'est lui qui va être l'auteur du principal récit. Pourquoi? Eh bien parce que ce Pedro Pucibet Saravia, en 1808, face aux Français, il ne résiste guère. Sa seule apparition directe dans le texte, c'est pour dire qu'il a découpé la manche de la veste d'uniforme du général René afin de le soigner. S'il avait combattu, je pense qu'il l'aurait précisé. Et on sait qu'en plus, en 1810, 2 ans plus tard, lorsque l'Andalousie se soumet aux Français, il va collaborer. Il va être nommé par le roi Joseph comme premier magistrat de la Carolina et surtout juge de première instance, ce qui est une fonction quand même hautement compromettante. Donc là encore, un bémol sur les finalités et peut-être l'authenticité même de ce texte. Donc, que nous dit en gros le texte de Pedro Pucibet Saravia? Il est accompagné d'un deuxième texte que j'ai comparé, puisque le deuxième texte, le rapport donc, du commandant militaire de la Carolina, le reproduit parfois mot à mot, mais avec quand même quelques omissions et quelques modifications qui sont quand même de portée intéressante. Je résume rapidement, puisque je ne sais pas si vous pouvez le lire. Donc, René est capturé dans la nuit du 4 juin à Despeñaperros, dans une embuscade. Le chef de l'embuscade, Ignacio Gomez, le démasque et décide de l'envoyer à la Carolina auprès de l'intendant des Nuevas Poblaciones, c'est-à-dire les colonies de peuplement de la Sierra Morena. Seulement, l'escorte qu'il lui donne, en fait, s'arrête quelques centaines de mètres plus loin et fusille la voiture où était le général René et son aide de camp.
l'aide de camp est tué sur le coup, René est blessé au bras, saute par la fenêtre, donc réussit à casser la glace de la voiture, saute par la fenêtre et saute dans un ravin, tandis que l'escorte se préoccupe uniquement de piller la voiture. René est capturé donc par les paysans le 6. Le militaire va dire des escopeteros, la nuance est importante, on y reviendra. Et il est conduit cette fois-ci à bon port à la Carolina, où il est soigné, et donc on le garde, il est fait prisonnier avec une centaine de malades qui ont été abandonnés, donc 107, on a à peu près les chiffres, 107 malades, leur médecin, 2 résidents français, deux artisans français qui étaient à la Carolina, mais du fait qu'ils étaient français, ils ont été emprisonnés aussi, un courrier qui a été capturé, et un capitaine de dragon qui est sans doute le rescapé d'une embuscade postérieure tendue par les habitants de la Carolina. On nous dit après que vers le 14, la date n'est pas tout à fait sûre, l'ensemble des captifs est renvoyé vers la Manche, on ne sait pas pourquoi. Et à ce moment-là, au lieu d'être donc conduit vers l'intérieur de l'Andalousie, en sûreté, et à ce moment-là, donc, le René et le capitaine des dragons sont lardés de coups de poignard à l'entrée même donc, du défilé d'Espeñaperros, dans un hameau qui s'appelle Las Correderas. Et on ne parle, Pedro Pucibet Saravia ne dit pas mot, rien sur les autres Français présents, la centaine d'autres qui l'accompagnaient, tandis que le commandant militaire dit qu'ils ont tous été massacrés. Ce qui semble assez logique et assez probable. Bien. Donc nous avons la comparaison de ces deux textes, qui sont en apparence similaires, pose quand même un certain nombre de problèmes. Puisque vous voyez qu'ils divergent selon les responsabilités. Les responsabilités sont militaires selon le récit du civil Pucibet Saravia. Elles sont civiles selon le commandant militaire, qui traduit donc un esprit de corps, et c'est là que la remarque sur les escopeteros est importante, parce que les escopeteros, ce sont les précurseurs de la Guardia Civile, en quelque sorte, une unité qui a été créée, une unité militaire qui a été créée au cours du XVIIIe siècle pour traquer les bandits qui sont particulièrement nombreux en Andalousie. Donc ce sont des militaires. Ce qui me semble dire que le commandant sous-entend que si René avait été conduit la seconde fois par des paysans, il aurait été tué directement, comme cela a failli lui arriver lors de sa première capture. Donc on voit bien la différence du point de vue militaire et civil. On voit aussi la portée de l'événement. La vision de Pucibet Saravia est extrêmement localiste. En fait, pour lui, c'est les habitants de la Carolina qui ont remporté la bataille de Baillet. Et c'est vrai de toutes les monographies locales que j'ai pu rencontrer. Tous ont remporté la bataille de Baillet. Hein, c'est pas ceux qui ont combattu, mais c'est bon. Le commandant, lui, n'en parle pas. Des convictions plutôt libérales de l'autre et conservatrices d'autre part. Donc, ça nous montre, d'une part, deux choses qui peuvent expliquer pourquoi cette enquête de 1850 est tombée aussi rapidement dans l'oubli. D'une part, parce que, loin de venir répondre aux accusations largement fantaisistes de Thiers, elle rapporte un massacre inconnu, qui me semble probable, même si, là encore, il faudrait une fouille archéologique sur les lieux pour le certifier. Un massacre à l'arme blanche d'une centaine de personnes n'est absolument pas inenvisageable. Il s'en produira un à Valence quelques jours plus tard, le 29 juin, qui cette fois-ci est attesté par l'archéologie. Au moins 173 soldats français massacrés à coups de sabre et de hache, qui ont été retrouvés par hasard par une fouille d'archéologie préventive en 1996. Et deuxième raison, eh bien, on voit très bien les distorsions entre la vision locale, la vision nationale, entre la vision militaire, la vision civile, qui montrent la difficulté d'un récit consensuel en espagnol au cours du XIXe siècle, la difficulté d'un processus nationalitaire espagnol durant cette même période, dont on a encore des échos dans l'actualité très récemment, et qui, donc, je renvoie là à un auteur, un politiste espagnol, Álvarez Ronco, qui montre très bien les failles de la construction nationale espagnole à l'époque. Je passe en conclusion. On a donc différentes versions de la mort de René. Je crois qu'elles relèvent de ce que Marc Bloch a appelé les fausses nouvelles de guerre, qu'il appliquait donc à la Grande Guerre, à 14-18.
car elles sont nourries par des éléments antérieurs, des éléments donc qu'on pourrait appeler de la psychologie des peuples, donc la légende noire, les préjugés des Lumières sur l'Espagne, comme par les rumeurs propagées par les officiers et les soldats français lors du conflit. Et le fait intéressant, c'est que ces atrocités ont existé sans doute par avant, mais qu'on en trouve des exemples similaires ensuite, en particulier le coup des corps des sciés vivants. Les gardes nationaux en juin 1848, cette fois-ci, on a répandu cette rumeur afin de discréditer les émeutiers parisiens de juin 1848. Et on retrouve donc toujours la thématique du corps scié en deux. Bien. La version de 1850 produite par les Espagnols est sans doute plus réaliste, en particulier sur le plan temporel, elle cadre avec les détails que l'on peut trouver dans les mémorialistes français qui ont écrit leur journal et qui se trouvaient immédiatement au nord de l'Andalousie, dans la Manche, comme le capitaine François ou Maurice de Tachère. Donc on arrive, et effectivement on peut resserrer la focale et dire que le général René est sans doute mort entre le 10 et le 14 juin, donc dans la fourchette basse. Mais elles sont finalement beaucoup plus dérangeantes en révélant la forte probabilité d'un massacre de plus d'une centaine de personnes, donc désarmées et par une foule exaspérée. Là encore, il faudrait une vérification archéologique pour l'attester. René apparaît donc comme une victime emblématique de la guerre d'Espagne. C'est le premier des 20 généraux de brigade qui succomberont au cours du conflit. Une victime des manœuvres de Napoléon, dont on sait que son ingérence en Espagne a été particulièrement fourbe et mal avisée. Et elle annonce surtout le sort des divisions de Dupont et de Vedel qui sont vaincues et capturées à Bailey. À part donc moins de 200 officiers supérieurs et d'état-major qui seront rapatriés en France, pas toujours pour leur bonheur d'ailleurs, parce qu'ils seront ostracisés par Napoléon. On a à peu près 19 000 prisonniers, et ces 19 000 prisonniers vont d'abord être très maltraités lors de cantonnements en Andalousie par la population, donc on a des cas d'assassinat singuliers, voire de massacre, au moins un cas de massacre qui est connu. Ils vont ensuite être déportés sur les pontons de la baie de Cadix, parce que ce sera plus facile à surveiller. Les pontons de la baie de Cadix seront beaucoup plus pénibles que les pontons anglais, puisque les pontons anglais, la mortalité, c'est pas tellement des sépulcres flottants. On voit que les études récentes montrent qu'en fait la mortalité en Angleterre, des prisonniers français en Angleterre, était supérieure dans les camps et les prisons à terre, plutôt que dans les pontons. En revanche, à Cadix, ils sont vraiment abandonnés à leur sort, sans eau. La mortalité est effrayante. Et finalement, tellement ils sont obligés, donc les équipages jettent les morts dans la rade de Cadix, et la peur de la contagion, la peur du choléra, pousse finalement une autre décision encore plus fatale, c'est de la déportation dans un îlot désolé, rocheux, des Baléares, à Cabrera, à partir de mai 1809, où ils resteront jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire en mai 1814, et avec des taux on pense qu'il y a à peu près 12 000 soldats, surtout parce que les officiers seront traités à part, 12 000 soldats français et leurs alliés qui seront envoyés à Cabrera, avec un taux de mortalité de 40%. Merci de votre attention.